Donc, prévu ce mardi à Luanda entre le M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas eu lieu. Le M23 n'est pas d'accord avec les sanctions européennes. Le gouvernement angolais qui fait la médiation de ces dialogues se bat pour qu'une solution soit trouvée dans les jours qui viennent. À cet effet, nous recevons Dr Ramazani Mwamba. Il est secrétaire général du regroupement politique Le Centre. Il est dans nos murs. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher Vincent. Moi, c'est Rodrigue Mwamba, pas Ramazani. Ah, je suis désolé, Rodrigue Mwamba. J'ai dit Ramazani. Je suis désolé, Rodrigue Mwamba, le secrétaire général du regroupement politique, le centre de Germain Kambinga. Exactement. Comment se porte le centre? Le centre, c'est une force de proposition. Donc, nous faisons ce que nous savons faire depuis tout ce temps. Et la situation particulière d'insécurité que traverse notre pays ne nous laisse pas indifférents. Dans la mesure du possible, nous essayons d'apporter sur le débat public notre contribution pour soutenir les efforts du président de la République, soutenir les efforts du gouvernement de la République dans la recherche d'une issue heureuse pour nous dans cette épreuve, en tout cas cette guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda. Vous n'étiez pas d'accord avec la sortie de l'ancien président de la République dans une lettre ouverte lui adressée. Votre président Germain Kambinga n'était pas d'accord. Il a dit que Kabila ne devrait pas s'exprimer ainsi. Les intérêts de la patrie devraient primer d'abord. Nous ne sommes pas contre l'expression, la liberté d'expression, ni contre le président Kabila. Mais nous partons d'un principe. C'est que lui, surtout lui, pas seulement parce qu'il est ancien président de ce pays, mais surtout parce qu'il est le fils d'un héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous savons tous dans quelles circonstances il est mort. Il est mort parce qu'il défendait l'intégrité territoriale de notre pays et surtout son indépendance et sa dignité face aux velléités belliqueuses et surtout face à un pouvoir tyrannique au Rwanda qui voulait nous dominer. Souvenez-vous, dans ce pays, on avait eu à un certain moment un même chef d'état-major des armées qui était le même au Rwanda qu'ici, James Kabarebe. Les Rwandais avaient pris l'essentiel du pouvoir. Et selon leur volonté, il fallait que cela reste comme cela. Mzee, ayant compris cela, même s'il s'était servi d'eux pour arriver au pouvoir, a payé de sa vie pour que nous soyons définitivement ou que nous soyons libérés de ce joug-là que le Rwanda voulait nous imposer. Il n'a pas fini sa tâche, il a été lâchement assassiné. Lorsque Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001, c'est cet héritage qu'il a. Il a combattu plusieurs mouvements qui n'étaient en réalité que des étapes de la métamorphose que nous avons aujourd'hui du M23. En commençant par le CNDP. Parce qu'après le dialogue intercongolais, j'enlève l'étape du RCD parce que la première étape, c'est le RCD. Même si même l'AFDEL elle-même a été la première étape de cette tentative du Rwanda de vouloir nous dominer. Il y a eu le RCD après, ensuite c'était le CNDP pour atterrir au M23 première version et puis M23 deuxième version. Joseph Kabila a passé l'essentiel de son temps à le combattre. Le 15 avril 2012, lorsque les M23 attaquent de nouveau, le CNDP transformé en M23, il tient un discours devant le Parlement réuni en congrès et dit que c'était une agression du Rwanda. Mais c'était les M23. Il n'a pas dit que c'était nos frères congolais. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis pour que les mêmes M23 qui l'a combattu puissent devenir aujourd'hui l'incarnation de l'espoir du peuple congolais? Mais Kabila parlait en tant qu'opposant. Un opposant a toujours un discours contradictoire avec la rhétorique officielle qui est défendue par le gouvernement. Écoutez, même si en ce moment-ci, j'aurais bien aimé que les opposants puissent se ménager, mais ce n'était pas qu'un discours d'opposant. C'était plus que cela. C'était de la compromission, il faut le dire.
Parce que lorsque vous tentez de dédouaner l'agresseur en essayant de dire, voilà, les M23, ça n'est pas des pantins d'un État étranger, qu'on les présente à tort comme tels, au moment où toute la rhétorique internationale, le peuple congolais tout entier savait que nous n'avons pas affaire à nos frères congolais, ils ne sont en réalité que des gens qui sont instrumentalisés et que derrière, il y a un régime tyrannique, le régime de Kigali, qui fait tout pour nous arracher. Mais des éléments évoqués par Kabila, lorsque, la mauvaise gouvernance. Que je finisse le fil de mon idée. Lorsque vous venez pour essayer de détruire ce narratif-là, vous ne faites pas de l'opposition. C'est de la compromission. Les idées qu'il avait soulevées, entre autres la mauvaise gouvernance, le social qui est au rabais, il dit que ce sont des aspirations du peuple qui n'a pas été rencontrées par les nouveaux dirigeants. Et ceux qui sont dans la M23, pour la plupart, vous avez également des Congolais, Nanga et consorts, il y a un groupe de Congolais qui se retrouvent là-bas. Donc pour Kabila, ce sont des Congolais qui ont dit non à la mauvaise gestion au pays. Vous savez, le piège dans lequel nous tombons, c'est lorsque nous voulons faire cet amalgame-là. S'il y a des choses à reprocher au pouvoir actuel, je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que de toutes les façons, ce ne sont pas des anges qui nous dirigent. C'est des hommes. Peu importe l'homme, même lui-même, Joseph Kabila, quand il était au pouvoir, il y avait beaucoup de choses à redire. Beaucoup. Mais on ne peut pas faire l'amalgame de dire que c'est à cause des insuffisances que les autorités peuvent avoir aujourd'hui qu'il y a la résurgence du M23, c'est faux. La résurgence du M23, c'est de la seule volonté d'un homme qui habite Kigali et qui a décidé que l'Est de notre pays sera sa zone d'influence, qui a décidé que son pays à lui, il va le construire et le développer avec les minerais qu'il allait prendre, ou je veux dire, voler sur notre territoire. Un homme qui a décidé que lui et sa caste militaire vont s'enrichir sur le dos des milliers et des millions de Congolais qui sont tués chaque jour, nos femmes violées, nos mamans violées, tuées, pour que lui et sa caste s'enrichissent pendant qu'il est en train de combattre la corruption chez lui. Il n'y a que cela, pas autre chose. Lorsque vous faites cet amalgame-là et que vous essayez de mettre tout dans un même panier, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Mais est-ce que ce n'est pas la même carte qui se joue à nouveau par le passé? Le président Tshisekedi, en tant qu'opposant, disait toujours que l'agression dans l'Est était une orchestration du pouvoir en place. C'était Kabila qui était le problème. Tshisekedi l'avait dit, l'actuel, le chef de l'État. Quand Kabila parle, est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre que Kabila joue son rôle d'opposant avant qu'on puisse boucler ces chapitres lui concernant? Vous savez, la responsabilité qu'a le président Kabila, c'est que lui, c'est l'unique ancien président que l'on a. L'unique. Donc il n'y a rien qu'il puisse faire sans être en connaissance de cause. Et je pouvais m'attendre à tout venant de lui, sauf à cela. Quelqu'un de son niveau à lui ne dit pas les choses en tant que simple opposant. Lorsqu'il prend ce genre de position, en tant qu'ancien président de la République, étant donné tout le carnet d'adresses qu'il a, les ramifications qu'il a pu en 18 ans construire à travers le pays, aujourd'hui 24 ans, depuis qu'il est dans cette politique active, il ne peut pas, lui, prendre ce genre de position, de compromission avec son pays. Allons dans d'autres pays qui traversent, qui ont traversé ou qui traversent des situations similaires. Et je pense que le cas les plus marquants, c'est celui de l'Ukraine. L'ancien président, c'est lui que Zelensky a remplacé, Poroshenko. Il était opposé à Zelensky, il est opposé à Zelensky. Il critique Zelensky, mais jamais, jamais parce qu'il est ancien président de la République, il n'a d'une manière ou d'une autre, même indirectement, défendu la Russie. Alors, jamais.
Pour vous, du centre, Kabila devrait tenir quel type de langage, quel type de discours? On veut bien qu'il soit dans son rôle d'opposant, mais son discours devrait être lequel? Son discours devrait être celui de Mzee Kabila. C'est lui de dire, ces gens que vous voyez, ce n'est pas une rébellion. Kabila le disait, il disait répétez après moi, agression. C'est une agression. Il peut critiquer et tout dire, mais quant à l'ennemi commun, il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté. Voilà tout ce que nous demandons, pas seulement à lui, mais à tous les opposants, à tout le peuple congolais. On doit être conscient d'une chose, c'est que cette menace, elle est existentielle. Moi, j'aimerais que les Congolais nous entendent. On est en passe de perdre ce pays, et quand on le dit, ce n'est pas une posture politique. Regardez ce qui se passe au Rwanda, regardez ce que Kagame dit. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés à nous prendre ce pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils réussissent à avancer jusque-là parce que justement, on ignore ou on fait semblant d'ignorer la nature de la menace. La nature de la menace, ce n'est pas Nanga. La nature de la menace, ce n'est pas Bissimoa, ce n'est pas l'autre Makenga. La nature de la menace, c'est Kagame. Quand on sera conscient de cela et qu'on se rendra compte que malgré nos divergences, on a un seul ennemi commun, à partir de ce moment-là, notre salut collectif peut être assuré. Jérémy Kambinga a travaillé avec Kabila, il était son ministre dans le gouvernement au niveau de l'industrie. Tenir les discours pareils, n'est-ce pas de la trahison quand vous avez géré par le passé avec Kabila? Vous savez, nous tous, y compris Jérémy Kambinga et plusieurs autres qui ont travaillé avec Joseph Kabila, c'était justement parce que nous avions tous cru. On peut critiquer Joseph Kabila sur beaucoup de points, mais nous avions tous cru qu'il avait endossé le combat de son père. C'est cela. Et le combat de son père mettait la patrie au-dessus de tout. Ne jamais trahir le Congo. Kabila, le père, avait ses erreurs. Il avait fermé les partis politiques, etc. Mais le mérite qu'il a eu, c'est d'être mort pour ce pays. Il avait un profond attachement pour ce pays. Maintenant, les approches des uns et des autres peuvent diverger, peuvent être des erreurs. Donc Joseph Kabila, nous avions toujours cru qu'il avait la même âme. Si par le passé, ses approches dans sa façon d'aborder les problèmes du pays, il peut y avoir eu des péchés, tout le monde fait les péchés, commet des péchés, des erreurs. Mais nous ne pouvons pas, nous, transiger là-dessus, parce que lorsque nous faisons une analyse pointue sur la situation, la conclusion que nous avons est la même. L'agresseur, c'est le Rwanda. Notre pays est en vrai danger. Le danger, il est réel. On est à Kinshasa, on pense qu'à 2000 km c'est trop loin. Non, ce danger, il est réel. Il nous concerne directement. Moi, j'ai de la famille à Goma. Donc à partir de ce moment-là, lorsqu'on met la patrie, est-ce que vous appelez trahison dans la balance, je pense qu'aucune forme de reconnaissance ne peut être synonyme d'une génuflexion permanente. Quelqu'un a dit que ce que vous faites, ça se qualifierait de faire les yeux doux au pouvoir pour que vous puissiez figurer dans le gouvernement d'union nationale qui pointe à l'horizon. Je parlerai pour Jérémy Kambinga. Il est en politique depuis 20 ans. 20 ans qu'il est en politique. Depuis 20 ans, il y a eu, grosso modo, une dizaine de gouvernements qui sont passés. Vous allez me dire qu'il a tout le temps fait des yeux doux au pouvoir? Vous savez, si c'était pour faire des yeux doux, s'il était spécialiste dans ce domaine-là, il serait parmi ceux qui, sans état d'âme, lorsque la coalition FCCK s'est cassée, il serait parmi ceux qui, sans état d'âme, seraient partis à l'Union sacrée. Il n'y est pas allé tout de suite. Est-ce qu'il a été approché, il a été consulté? Est-ce que la main lui a été tendue? Mais la main a été tendue à tout le monde. Lorsque la coalition FCCK est rompue, la main était tendue à tout le monde. Regardez ceux qui se sont précipités. Jérémy Kambinga n'y est pas allé. Parce que justement, il ne comprenait pas le bien fondé d'une telle démarche. Parce que pour lui, le plus important à l'époque, c'était de pouvoir travailler. Un ancien président et un nouveau président, c'était inédit dans ce pays. Il fallait garder ce climat-là.
nonobstant, bien sûr, certaines péripéties, un conflit interne, FCC-Cash, mais pour lui, au-delà de tout, nous avions fait un pas majeur, un acquis majeur dans notre trajectoire démocratique qu'il fallait à tout prix préserver. Et donc, ce n'était pas, il ne trouvait pas opportun en ce moment-là de changer de camp sans réelle conviction, sans réelle vision pour lui. Mais puisqu'on parle il n'y est pas allé des gouvernements d'union nationale, le président Tshisekedi voudrait voir encore des Congolais plutôt à nouveau, c'est mettre autour d'une table pour juguler des questions qui minent le pays. Est-ce que Germain Kambinga n'est pas intéressé à cette démarche? Germain Kambinga a commencé à défendre la cause de la patrie avant l'annonce du président de la République. Le problème, c'est qu'ici, c'est une question de patrie. Les Rwandais, ils parlent. Les traîtres, ils parlent. Et ils parlent fort. Aujourd'hui, avec le pouvoir des réseaux sociaux, ils atteignent tout le monde, dans leur chambre à coucher. Il faut qu'il y ait des Congolais qui parlent. Il faut qu'il y ait des Congolais qui démentent, qui déconstruisent le narratif de l'ennemi. Si vous n'avez pas des gens comme ça dans votre camp, mais vous avez perdu la guerre de l'information, de l'opinion publique. Et ça, c'est très dangereux parce que lorsque vous n'avez plus votre opinion publique qui comprend ce qui se passe, eh bien, la guerre, elle est perdue quelque part. Donc, il faut qu'il y ait des gens, je ne dis pas que c'est le seul, mais qu'il faut qu'il y ait des gens, que chacun apporte sa contribution. Et lui, il fait des analyses assez pointueuses et sur plusieurs points, on correspond, il y avait des correspondances avec la ligne adoptée par le président de la République. On s'est dit tant mieux. Donc on continue. Il faut analyser la situation et il faut sensibiliser les Congolais. C'est cela son rôle. C'est désintéressé. Oui. Il n'attend rien du politique, tout. Parce que la guerre dans l'Est, il y a des gens qui disaient, mais est-ce une solution idoine que les Congolais, ici à Kinshasa, se mettent autour d'une table pour remanier le gouvernement afin que de nouvelles têtes puissent y accéder, ou bien faudrait-il dialoguer directement avec les ennemis? Il faudrait déjà saluer le processus de Luanda, même si les dialogues est reporté, on va en parler. Vous, au niveau du centre, quelle a été votre politique? Ça dépend de ce que vous appelez ennemi. Moi, je n'ai jamais appelé Nanga, un monsieur qui était ici, qui prenait du champagne ici au Pullman et tout ça, il devient un chef rebelle. Non, c'est invraisemblable ça. Ce n'est pas eux, ce ne sont pas eux les ennemis. Eux, ce sont des Congolais, on le reconnaît, mais qui sont instrumentalisés par notre ennemi, Paul Kagame. S'il faut discuter avec Paul Kagame, on est bien d'accord, mais lui ne veut pas discuter. Il n'a pas voulu venir discuter. La dernière fois qu'on lui a invité, ben, il s'est barré, il n'est pas venu. Il a préféré exiger qu'on discute avec ses pantins. Nous, nous y étions opposés, parce que discuter avec eux voudrait dire qu'il faille faire des concessions sur ce que nous appelons ou nous considérons comme étant des lignes rouges à ne pas dépasser. On ne peut plus accepter dans ce pays qu'il y ait des brassages et des mixages qui vont encore fragiliser notre armée, nous remettre plusieurs années en arrière et permettre à ce que Kagame continue de manière indirecte à contrôler l'Est de notre pays et en exploiter les richesses. Ça, sur ce point-là, nous n'étions pas d'accord. Et donc, lorsque le président de la République accepte le principe du dialogue direct avec le M23, dans un premier temps, moi je vous parle de mon expérience personnelle, j'étais abasourdi, je ne pouvais pas y croire. Mais après, il fallait analyser la question. Et l'analyse que nous, on avait faite, c'est que le contexte avait changé. Il y avait maintenant une résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire que sur le plan international, nous avions raison. Et qu'il nous appartenait maintenant de faire des efforts. Pour montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas que bellicistes, mais que nous sommes prêts à trouver une issue politique à la question. Parce que toutes les chancelleries le disent. C'est une position, il faut une solution politique. Il faut une solution politique, eh bien nous ne serons pas le frein, ou nous ne devons pas être considérés comme le frein. Je pense que le président de la République avait raison, parce que l'objectif, c'était qu'en sachant qu'il avait raison, et que malgré tout, il donnait devant la face du monde, regardez comment les gens se sont révélés en se moquant de lui. Regardez le camp de toute l'opposition.
regardez dans les réseaux sociaux comment les gens se sont moqués de lui. Ah, lui qui disait que jamais il ne négocierait. Voilà, mais ça va aboutir à quoi négocier avec les rebelles du M23? A eu pour mérite cette stratégie de mettre en lumière le fait qu'en réalité, ce ne sont que des pantins. Il n'y a eu pour les M23 qu'environ une ou deux personnalités qui ont été sanctionnées. Ces sanctions-là sont des sanctions, excusez-moi, lorsqu'on vous interdit de visa ou d'avoir vos avoirs sont gelés en Europe, etc. Excusez-moi, mais est-ce que le monsieur qui a été puni au M23 a besoin de visa pour aller en Europe maintenant? Ou alors s'il a des avoirs, c'est de quelle importance? Parmi les raisons... Vous comprenez qu'en réalité, le coup qui a été donné à leur chef, à leur maître, à leur marionnettiste Kagame, alors il leur a dit, il me donne des coups, alors vous allez prendre telle position, vous n'irez plus au dialogue. C'est tout simplement cela. Et c'est ce que le président avait dit au président Lourenço. Laissez-les venir. Moi, je vous autorise d'y aller, prenez contact avec eux, mais vous me donnerez raison, ce sont des pantins. Aujourd'hui, le président de la République a eu raison, tout simplement. Ces gens-là sont des pantins. Ils ne sont pas à la manœuvre. La personne qui est derrière, c'est Paul Kagame. Toutes les preuves ont été faites. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les opposants, Joseph Kabila et tous les autres, continuent de fermer les yeux sur ce fait-là. C'est incroyable, c'est abasourdissant, mais ils auront la responsabilité devant l'histoire. Si jamais ces choses tournent mal, ils porteront la responsabilité de ce qui arrivera à ce pays. Le dialogue entre la RDC et le Rwanda, pensez-vous que si jamais ce dialogue est d'actualité, la crise dans l'Est finira? Je pense que la crise dans l'Est finira en réalité que le jour où nous aurons une armée à la hauteur de nos potentialités économiques. Vous savez, ils n'abandonneront jamais. Déjà maintenant, ils n'ont pas abandonné, malgré les coups qu'ils ont eus, la suspension des aides de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Allemagne. Tous les coups qu'ils ont eus, ils n'abandonnent pas, ils s'adaptent. Ils continueront à s'adapter. Même maintenant, ce qu'ils font pour combler le manque à gagner, c'est de surexploiter la moindre petite mine sur laquelle ils mettent la main. Actuellement, c'est ce qu'ils font. Ils vont le surexploiter. Et bientôt, vous verrez que AFC M23 vont aussi en subir le coup. Parce qu'il faudra renflouer les caisses du Rwanda, qui ne sont plus pour corriger le manque à gagner. Eh bien, l'argent de la contrebande ne sera plus à 100%, ou bien donné à la même hauteur pour financer le M23 AFC. Il faudra boucher les trous vides au Rwanda. Et ça aura des conséquences. Ils s'adaptent. Ils s'adapteront toujours jusqu'à ce que nous soyons suffisamment forts pour les dissuader de revenir chez nous. Mais sur le plan interne, vous, qu'est-ce que vous proposez? Hier, nous avions suivi les prélats catholiques qui voudraient que le pacte social, le pacte de paix devienne monnaie courante, que les politiques se parlent entre eux, par le monde, ceux qui sont ici, voire ceux qui sont partis en exil. À cette démarche-là, quelle a été votre politique? Le seul péché que nous trouvons dans la démarche des prêtres, parce que nous ne sommes pas opposés au principe du dialogue, mais nous sommes plutôt opposés à la démarche qu'ils prennent. Le péché pour nous, c'est au fait de vouloir mettre au même niveau des gens qui sont en réalité des pantins, qui servent les intérêts d'un État étranger agresseur, et les mettre au même niveau que un gouvernement de la République. Ça veut dire considérer qu'ils sont légitimes dans ce qu'ils font, malgré qu'ils sont instrumentalisés. Moi, je voudrais que le M23 se défasse de sa tutelle rwandaise, même si c'est incompréhensible qu'ils prennent les armes, mais je serai pour un dialogue direct avec eux. Mais tant qu'ils ne se sont pas séparés de leur tutelle rwandaise, tant qu'en réalité ils sont utilisés par le Rwanda pour nous agresser, vous ne pouvez pas faire de confusion, vous ne pouvez pas faire d'amalgame là-dessus. Il faut qu'il y ait que les choses soient claires. Vous ne pouvez pas séparer les M23 du Rwanda. Vous ne pouvez pas dire les M23, ils ont des causes,
c'est une entité à part et que le Rwanda, c'est autre chose. Puisque Nanga réclame ces même mines chose. qui lui ont été ravies ici. Donc le combat nous semble être différent. Nanga est vous voulez me frustré. dire que les prélats seraient en train de se battre pour que Nanga récupère ses mines? C'est médiocre. Ça, c'est un combat médiocre. Ils ont une démarche qui pêche dans le fait qu'elle nous pousse à la compromission et à la capitulation. Nous ne pouvons pas nous permettre, en cet instant-ci, de nous mettre à la même table en ayant un M23 qui vient déposer comme cahier de charge le cahier de charge du Rwanda. Parce que cela voudra dire que nous devrions faire des concessions. Et ces concessions-là, sur les brassages et les mixages, sur le fait que eux et leurs militaires gardent les zones qu'ils ont occupées, ou qu'ils restent dans les zones qu'ils ont occupées, sans jamais avoir la possibilité d'être mutés ailleurs, eh bien ce genre d'accords-là sont impossibles à réaliser. Mais ce n'est pas nager à contre-courant de la cohésion nationale, votre logique qui voit toujours le mal presque partout. Voilà notre logique, ou notre contre-proposition. Nous, ce que nous disons, ça a déjà été fait en 2013, c'est qu'il faut obtenir le retrait de l'armée rwandaise. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. L'obtenir comment et par quel mécanisme? Par des voies diplomatiques. Et nous pensons que nous sommes déjà sur la bonne voie. Nous avons historiquement, pour la première fois, obtenu cette résolution qui clairement condamne le Rwanda. Nous avons historiquement, malgré toute l'histoire, ou je veux dire le narratif rwandais qui s'est construit à partir de 1994, lorsqu'ils ont connu leur génocide, ils ont bénéficié de la commisération internationale pendant 30 ans. Nous avons su déconstruire ce narratif-là. Aujourd'hui, on voit des Européens, des Belges, des Français même si c'est timide, des Allemands, des Anglais, même des Américains qui n'hésitent pas de sanctionner le Rwandais. Ça veut dire que quelque part, nous avons détruit ce mythe-là. On a gagné sur le plan diplomatique. Sur ce plan-là, nous avons gagné. Bien sûr, les décisions qui sont prises sont encore molles. Mais il faut aller plus loin, jusqu'à obtenir le retrait de l'armée rwandaise. Et ce que nous devons faire entre-temps, parce que ça risque de prendre du temps, c'est des réformes en interne, passer en une économie de guerre pour nous permettre d'être résilients et tenir à long terme, pour ne pas permettre à ce que des progrès majeurs du Rwanda et de ses supplétifs sur terrain puissent opérer. Il faut les contenir, pourquoi pas inverser la machine, mais il faut surtout travailler à ce que les pressions diplomatiques que reçoit déjà le Rwanda et qu'ils recevront dans l'avenir puissent les pousser à quitter notre territoire. Ils ne pourront pas indéfiniment rester sur notre territoire avec les sanctions qui sont déjà venues et qui sont en train d'arriver. Une fois cela obtenu, alors nous pouvons vaincre les M23. Et en vainquant les M23, on peut parler avec eux après. Comment voyez-vous l'idée du gouvernement de l'Union nationale? Vous n'avez pas pipé moi depuis que j'ai commencé à poser cette question-là. Est-ce que ce gouvernement résoudra-t-il quelque chose au pays? J'ai toujours pensé, et nous pensons toujours, comme Mwandantse me disait, Makinu, Otikilabana, Kinzonzi, Ezaya Mikolo. Ça veut dire que lorsque les choses deviennent sérieuses, il faut regarder dans l'équipe qu'on a. Si vous avez toujours des ministres qui ne font les choses que pour obtenir du buzz dans les réseaux sociaux, si vous avez des ministres qui ne sont là que pour des postures, eh bien, il faut penser à revisiter son équipe gouvernementale, mettre des gens qui peuvent réellement apporter la solution. C'est cela. Il faut regarder si le président de la République, dans son élan de promotion de la jeunesse, dans son élan d'ouverture et de vouloir à ce que tout le monde ou toutes les sensibilités puissent être représentées, l'avait fait en tolérant des profils peut-être qui ne sont pas adaptés au moment dans lequel nous sommes, eh bien, s'il faut revoir cela pour mettre la République, avoir un gouvernement qui est à la hauteur de la situation, pour pouvoir faire les réformes nécessaires qu'appelle la situation, eh bien, il faut le faire. Nous encourageons cette démarche-là, parce qu'il faut bien que nous sentons qu'il y a un gouvernement de la République qui fait les réformes nécessaires. On a l'impression que le chef est seul. Excusez-moi, lui-même s'est plaint de cela devant sa majorité, à part quelques têtes qui ont essayé de se lever. Mais regardez, depuis sa remarque
On a l'impression que c'est maintenant une compétition des meetings. Ils n'ont même pas compris le message du président. Est-ce que c'est ça leur apport, faire des meetings, ça et là? C'est cela. Puisque le président a dit, bah, il n'y a qu'un ou deux qui font un appel, tout le monde s'y met, ne comprenant pas le vrai message du chef. Le vrai message du chef n'était pas « allez tous faire des meetings ». Le vrai message du chef était « travailler, je veux des solutions ». Et ces solutions-là, c'est chacun dans son domaine. Mais vous verrez un ministre, je ne vais pas citer des portefeuilles, mais qui devient propagandiste, etc. Parce que le chef avait dit que tel ou tel le fait, pourquoi vous ne le faites pas? C'est décevant. Et ce gouvernement-ci, excusez-moi, il n'est pas à la hauteur de la situation. Alors, vous allez fixer la caméra qui est devant vous. Nous sommes à la fin de l'entretien. C'est que l'on peut retenir de votre passage par rapport à la crise qui sévit dans l'Est du pays. Je m'adresse à chaque Congolais. Je suis Congolais comme vous. Je suis né dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays, je n'ai que ces pays. Lorsque j'analyse l'histoire à travers le monde, je me rends compte qu'aucun peuple n'est passé sous le joug de l'ennemi ou de la domination de l'esclavage avec fracas et subitement. C'est toujours un processus lent qui est facilité par ce peuple-là lui-même lorsqu'il fait des petits renoncements, lorsqu'il ignore la nature de la menace qui est la sienne, eh bien, il tombe dans le piège de l'ennemi et il devient son esclave. Ne nous trompons pas d'ennemi ou d'époque. Notre ennemi, c'est le Rwanda, c'est Kagame. Nous ne pouvons pas accepter des discours qui nous divisent sur ce point-là. Nous devons, comme en 1998, être unis derrière le commandant suprême de notre armée pour, comme c'était le cas pour ces jeunes à Massina en 1998, qui s'étaient battus à main nue contre les Rwandais, que chaque Congolais devienne, ait cet esprit-là, que chaque Congolais devienne un Wazalendo, pour bouter hors d'état de nuire, pour bouter hors de notre territoire l'ennemi, l'envahisseur. Je rappelle que vous êtes Dr Rodrigue Mwamba, secrétaire général des mouvements politiques au Centre. Nous vous disons merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, nos fidèles téléspectateurs et nos followers sur les réseaux sociaux. C'était un plaisir de vous avoir présenté ces numéros. Nous allons nous retrouver très prochainement pour parler du Congo à toutes et à tous. À très vite.